Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission d'À travers champs en direct du studio du Siècle Vert dans le pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. On est parti pour 2 heures d'émission et aujourd'hui, vous commencez à avoir l'habitude, depuis samedi, producteurs et productrices viendront présenter leurs produits sur notre plateau. 2 régions sont mises à l'honneur aujourd'hui, les régions PACA et Hauts-de-France. Et dans une trentaine de minutes, nous recevrons Pierre Billon. Pierre Billon, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez forcément une des chansons qu'il a écrites. Il a notamment écrit pour des artistes comme Michel Sardou ou encore Johnny Hallyday, avec qui il a partagé 40 ans d'amitié et qu'il résume dans un livre, Johnny, quelque part un aigle. C'est sorti en novembre dernier aux éditions HarperCollins. Et puis dans quelques instants, dans quelques minutes, là, il est déjà avec nous. Nous serons avec Yannick Jadot, député européen Les Verts. Yanis Darras lui posera quelques questions. Vous pouvez bien sûr réagir tout au long de l'émission sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, avec le hashtag Siècle Vert. Cette troisième émission d'À travers champs, ça commence tout de suite. Juste avant, bonjour Yannick Jadot. Juste avant de commencer à vous poser quelques questions, on est avec Manon Blangis. Bonjour Manon. Bonjour Lucas. Alors Manon, vous faites un petit retour sur ce qui s'est passé hier au Salon de l'Agriculture, donc dites-nous un peu ce qui s'est passé. Exactement, et les visiteurs ont pu participer à des conférences et des démonstrations hier. Alors par exemple, ils ont pu apprendre à extraire du miel d'une ruche ou encore assister à une démonstration de dog dance. Voilà, donc des choses qu'on fait vraiment que au Salon de l'Agriculture. Et on ne peut pas ne pas parler des concours évidemment qui se déroulent tous les jours ici. Alors il y a bien sûr des concours pour les animaux mais aussi pour les producteurs. Et hier c'était le meilleur apprenti de France charcutier traiteur qui a été élu. Ils étaient une vingtaine à concourir, tous entre 16 et 21 ans. C'est un jury de professionnels et de meilleurs ouvriers de France qui rendait le verdict. Et le verdict, c'est Damien Georgeon, qui vient du Jura, qui a reçu la médaille. Il avait préparé une petite terrine de mousse aux champignons et son fromage de tête. Voilà, de quoi donner faim dès le matin. Alors la tête de liste Les Républicains pour les Européennes, François-Xavier Bellamy, a également fait une petite apparition hier. Exactement, François-Xavier Bellamy était au salon et il était en compagnie des 2 autres têtes de liste LR, Agnès Evren et Arnaud Danjean. Ils en ont profité pour apporter leur soutien aux jeunes agriculteurs à leur stand. François-Xavier Bellamy a également plaidé le maintien du budget de la politique agricole commune. Il a expliqué qu'il fallait arrêter de compliquer la vie des agriculteurs français. En passant, il a lancé aussi un petit pic quand même au président de la République, Emmanuel Macron, qui a battu samedi le record de temps de présence au salon pour un président, 14 heures. Et il a expliqué donc, François-Xavier Bellamy, que le but de sa venue n'est pas de passer le plus de temps possible ici pour faire une démonstration. Voilà, bon, il a tout de même souligné qu'il était très important de venir au salon pour aller au contact du monde agricole qui est durement éprouvé. Voilà, une journée bien chargée donc. Merci beaucoup Manon Blangis, on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. Je vous le disais, donc on est avec Yannick Jadot, député européen Les Verts. Rebonjour Yannick Jadot. Bonjour. Avant de commencer à vous poser quelques questions, on a accueilli Camille Garcette qui est là avec nous. Bonjour Camille. Bonjour Lucas Bière, bonjour Yannick Jadot. Camille Garcette va faire votre portrait, il a une façon bien à lui de le faire. Donc je propose qu'on écoute et qu'on réagisse juste après. Alors il y a une petite musique qui doit partir maintenant. C'est parti. Yannick Jadot, et l'homme écolo. J'ai envers et votre meilleur poteau. La planète est votre terrain de jeu préféré. Tout commence lors de votre entrée dans les ONG. Quand on se rend compte des richesses que l'on a sur terre, on mesure la tristesse que serait-ce de les perdre. Animé par l'envie de changer le destin, pendant 6 ans chez Greenpeace, une sorte de tremplin. Déterminé, vous devenez un vrai rebelle, à pénétrer dans des bases opérationnelles, des actions locales. Vous voulez changer d'échelle, vous visez dorénavant les présidentielles, engagées chez les Verts depuis maintenant 20 ans. Un jour peut-être que vous ferez plus que 6%. Un dialogue compliqué avec la plupart de la gauche. Au moins vous soutenez pas le général de Gaulle. À quand une vraie indépendance de votre parti? Se ranger derrière un autre, c'est vrai que c'est plus facile. Peut-être que maintenant qu'on sait qu'on va tous crever, prise de conscience des gens et les voix vous récolterez. Yannick Jadot veut sauver les ours blancs, aller au bout des choses et sauver nos petits-enfants. Porteur d'un mouvement souvent rempli d'espoir, l'urgence est là, à de toi d'être trop tard. Bravo Camille Garcette. Merci Yannick, merci. Ah, on serre la main, voilà.
Alors Yannick Jadot, qu'est-ce que vous avez pensé de ce rap par Camille Garcet comme portrait? C'est sympa, c'est très sympa. Et puis c'est vrai que c'est 30 ans d'engagement. 30 ans d'engagement, d'abord en Afrique, après en Asie, vous l'avez dit, au sein de Greenpeace et maintenant au Parlement européen. Est-ce qu'il y a des corrections à faire dans ce que Camille a dit? Il faudrait que je relise exactement ce qu'il a dit, mais je peux vous assurer, à un moment j'ai entendu 6%, on va faire tellement plus que 6%, parce que si on est convaincu que le projet écologiste aujourd'hui est le seul pragmatique, le seul réaliste par rapport au dérèglement climatique, par rapport à l'anéantissement de la biodiversité, par rapport au fait de sauver les paysans et de tous nos terroirs, eh bien, il faut qu'on fasse de toute façon beaucoup plus. On va en parler de toute façon dans quelques instants. Merci beaucoup Camille Garcet. Merci à vous Yannick Jadot. Lors d'une interview, Yannick Jadot accordée au journal du dimanche, c'était Jacqueline Gouraud, donc ministre de la cohésion des territoires, qui a évoqué la piste de l'impôt sur le revenu payé par tous les citoyens, y compris les plus pauvres. Yanis Darras est avec nous. Bonjour Yanis Darras. Bonjour Lucas. Vous avez quelques questions à poser à Yannick Jadot. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Et première question, est-ce que c'est une proposition intéressante selon vous? Moi, j'ai été très choqué par les propos de la ministre qui considère qu'il y aurait la moitié des Français qui ne paieraient pas d'impôts. Vous savez, la principale source... Alors aujourd'hui, moins d'un ménage sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu. Ah oui, mais c'est deux choses totalement différentes. Le principal impôt payé dans notre pays, ça s'appelle la TVA. Et les plus vulnérables, les plus pauvres d'entre nous payent une partie de leurs revenus supérieure sur la TVA que les plus riches. Parce que quand vous gagnez peu d'argent, vous dépensez tout et vous payez beaucoup de TVA. Donc de considérer que la moitié des Français ne contribuent pas à l'école, ne contribuent pas à la santé, ne contribuent pas à nos routes ou à nos policiers, je trouve ça choquant. Et que je crois que le seul vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour notre école, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre santé, comment on fait que... On a besoin d'argent pour tout ça. Oui, mais justement, comment on fait que du Gers jusqu'aux Ardennes, il y ait des services publics pour tout le monde, et que dans ce moment-là, qui est le grand débat d'aujourd'hui, c'est la justice fiscale, c'est la justice sociale. Alors vous parlez de justice sociale. Est-ce que de dire aujourd'hui, c'est de faire payer les plus pauvres d'entre nous, même symboliquement à l'impôt, alors qu'ils contribuent déjà très largement à l'impôt, je trouve qu'on est toujours dans la même logique. On ne parle pas des services publics, on parle de l'impôt ou de la dépense. Mais les impôts servent à financer les services publics. Et bien sûr. Mais pardonnez-moi, quand aujourd'hui un gouvernement supprime l'ISF, quand il met en place la flat tax qui réduit l'imposition sur le capital, il participe de la mise en danger de nos services publics quand on en a tellement besoin. Alors, ce qui est vraiment étrange, vous nous parliez tout à l'heure de justice fiscale et sociale, c'est que cette proposition, elle a lieu justement dans le cadre du grand débat et elle a été annoncée comme une sortie du grand débat. Ça veut dire quoi? Que les Français, aujourd'hui, veulent une justice fiscale, mais qui s'applique en fait à tout le monde, pas qu'aux plus riches? Non, je vais répéter. L'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards d'euros. La TVA, c'est 130 milliards d'euros. D'accord? Donc, tout le monde dans notre pays contribue aux services publics. Et aujourd'hui, on a un problème de justice fiscale parce qu'il y a le sentiment que plus vous avez de l'argent, plus finalement vous avez les moyens d'échapper à l'impôt, notamment à travers l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, et qu'il y a eu toute cette théorie qui a été portée du ruissellement, qui est de dire pour sauver les pauvres, donnons plus d'argent aux riches. Tout ça est aberrant. Et d'ailleurs, la proposition qui a été faite par la ministre Gouraud a été immédiatement démentie par le Premier ministre et le cabinet de l'Élysée. Donc, on est en permanence avec des ministres qui nous annoncent à peu près n'importe quoi sur les impôts et c'est démenti immédiatement par Matignon. Moi, ce que j'aimerais à un moment donné, c'est qu'on arrête la confusion, le bazar sur la question de la fiscalité, que ce ne soit pas Bercy qui dirige notre pays, mais qu'on redonne du sens à la question du service public. Moi, la proposition des écologistes... Est-ce que justement la question du service public, elle ne peut pas passer par l'impôt? C'est ce que disait la ministre, justement, c'est que c'est un acte citoyen avant tout, redonner la grandeur de l'impôt. Est-ce que même les plus modestes doivent le payer pour avoir cette grandeur de l'impôt, avoir l'impression de contribuer au service public? Essayez d'écouter la réponse que je vous dis. Tous les citoyens européens, vous achetez de l'ail
aujourd'hui, dans votre magasin, vous contribuez à l'impôt à travers la TVA. Donc tout le monde contribue à l'impôt. Mais moi, ce que j'aimerais, y compris pour reconstruire le consentement à l'impôt, c'est que quand vous allez à l'école, quand vous allez à la piscine, quand vous allez au musée, qu'on mette quelque part la contribution de la collectivité à ce service public. Qu'on mette en scène justement le fait que quand nos enfants mangent à la cantine, il y a une partie qui est payée par l'impôt. Quand vous allez à la piscine, il y a une partie qui est payée par l'impôt. Et moi, ce que je veux, c'est que le modèle français, qui est un modèle où si vous allez à l'hôpital, vous ne sortez pas 1 euro. Si vous allez à l'école, vous ne sortez pas 1 euro. Ce modèle-là, on doit le défendre. Donc tout ça doit s'appliquer sur une feuille d'impôt, justement. Ce que j'entends de manière dramatique de ce gouvernement, comme la petite musique qui suit les différents gouvernements, c'est qu'on ne parle plus de services publics, on parle de dépenses. On ne parle plus d'enseignants, on ne parle plus d'infirmiers ou d'infirmières, on ne parle plus de policiers, on parle de fonctionnaires. Et qu'il y a toujours cette idée de dénigrer ce qui fait le vivre ensemble aujourd'hui, ce qui nous tient encore soudés ensemble, qui est la question du service public. Alors, dernière question, Yanis Darras. Et justement, autre proposition évoquée, même si donc, ça ne verra pas le jour, c'est justement de créer peut-être une nouvelle tranche pour les plus riches. Est-ce que vous êtes pour cette nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour les plus riches? Absolument. Il faut aujourd'hui retrouver la progressivité de l'impôt. Il faut retrouver de la progressivité quand même, dans l'impôt. Les plus riches payent 45% d'impôt sur le revenu à partir de 153 000 euros quand même. Donc est-ce qu'on crée une nouvelle tranche? Et surtout, à combien de pourcents on la crée cette nouvelle tranche? Rapidement, s'il vous plaît. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'impôt était beaucoup plus progressif. Il ne me semblait pas qu'on était à l'âge de la préhistoire ou qu'on était en Union soviétique. Mais un des sujets majeurs pour lutter sur cette question de la fiscalité, c'est de mettre fin à la concurrence fiscale en Europe. Cette concurrence fiscale en Europe, elle tue le vivre ensemble. L'idée que, entre nous, plutôt que d'être ensemble, d'assurer les services publics qui font qu'on a un modèle de société qui va bien, on se fait la concurrence sur les ressources. Et là, un des grands combats européens des écologistes, avec Eva Joly, vous le savez, notamment, c'est de lutter contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux en Europe, sinon l'Europe crèvera. Merci Yanis Darras, merci Yannick Jadot. On va maintenant évoquer les marches pour le climat. Le mouvement des marches pour le climat, donc organisé par des étudiants, arrive en France et on fait le point encore une fois avec vous, Yanis Darras. Pourquoi le mouvement a un peu plus de mal à prendre de l'ampleur en France plutôt que dans d'autres pays européens? Il démarre seulement en France. C'est vrai que quand je suis à Bruxelles le jeudi, il y a 30-35 000 jeunes qui sont dans la rue à Bruxelles. Il y a différentes modalités de mobilisation dans les différents pays. En France, on a l'affaire du siècle et cette pétition qui exige de l'État qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités sur le climat, qui respecte même les accords qu'il signe. Celle-là, elle fait plus de 2 millions. Et ça n'existe pas dans les autres pays. Mais moi, j'ai bon espoir qu'au fil des semaines... Donc les Français ont une fibre écologique un peu différente de nos voisins. Non, c'est les modalités de mobilisation. Moi, je ne doute pas que notamment la grande mobilisation du 15 mars va être un succès. Parce que effectivement, là, y compris les enseignants vont se mobiliser. C'est jamais très facile pour un lycéen de se mettre en grève si son absence le pénalise, y compris le pénalise dans Parcoursup pour après son bac. Alors, Greta Thunberg, donc, qui est à l'origine du mouvement en Suède, le dit elle-même, ces manifestations, elle n'en a pas grand-chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce qu'on ne peut pas attendre grand-chose de ces manifestations? Mais non, ces mouvements, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent que même la jeunesse, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jeunesse? Elle nous dit, si on lutte contre le dérèglement climatique, on a un avenir. Si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, il n'y a plus d'avenir. Les gilets verts, les gilets rouges, les gilets jaunes, ça n'aura plus d'avenir, il n'y aura plus que la question des gilets de sauvetage. Et qu'on a, au-delà de notre responsabilité d'éviter le chaos climatique, lutter contre le dérèglement climatique, c'est un grand projet de société. Quand vous créez des énergies renouvelables, que vous investissez, vous avez des entreprises sur tous vos territoires. Et franchement, dépendre du vent, du soleil, de la géothermie, de la biomasse, c'est plus sympa que de dépendre de Poutine, des pétrodictatures du Golfe ou de Trump. L'écologie, c'est donc une manière de retrouver notre souveraineté, en quelque sorte. C'est évidemment une façon de retrouver notre souveraineté. Notre souveraineté alimentaire avec l'agriculture paysanne, notre souveraineté énergétique avec les énergies renouvelables
et les économies d'énergie, notre souveraineté économique avec une vraie politique industrielle européenne. L'écologie, c'est la souveraineté et c'est retrouver le contrôle de nos vies. Alors pourquoi ce sont des étudiants qui aujourd'hui doivent manifester pour cette écologie? Mais il faut que Est-ce que tout vous le monde trouvez s'en ça empare. normal? Est-ce que vous trouvez ça normal que des lycéens, des étudiants ratent des cours pour aller manifester pour l'avenir? Ouais. Pourquoi ce sont à eux de manifester? Mais tout le monde manifeste. Moi, je travaille avec des entreprises qui font de l'environnement le cœur de leur innovation, de leur recherche, de leur développement industriel. On travaille avec des collectivités qui essayent de reconquérir, de remettre de l'activité économique sur les territoires et de l'emploi à travers la transition écologique. Donc tout le monde, aujourd'hui, est en train d'avancer sur ce sujet-là. Mais on n'avance pas assez vite. Sauf les dirigeants. Sauf nos dirigeants. Emmanuel Macron fait toujours de très beaux discours. Moi, franchement, j'ai envie d'applaudir. Le problème, c'est que les actes qu'il pose sont à l'inverse des discours qu'il tient. Il dit souveraineté alimentaire, par exemple, aujourd'hui en Europe. Il signe les accords de libre-échange qui participent de l'emballement climatique, de la mondialisation de la malbouffe et de la souffrance animale, de la disparition des paysans partout. Il dit les paysans doivent être les premiers de cordée écologiques. Sauf qu'il leur dit vous êtes les premiers de cordée, mais on va vous attacher les mains dans le dos, on ne va pas vous filer les aides qui vont vers les agriculteurs bio. Il y a des agriculteurs bio qui sont en train de disparaître parce qu'ils ne touchent pas les aides depuis 3 ans. Quand on Donc, parle Emmanuel Macron, en fait, déçoit par sa politique écologique et surtout, est-ce qu'il nous abandonne sur ce sujet? Notamment les jeunes, les plus jeunes qui, eux, veulent avoir un avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tourné le dos à l'écologie. Vous savez, dans ce lieu ici, il y a 9 ans, un président de la République a dit l'environnement, ça commence à bien faire. Eh bien, Emmanuel Macron fait exactement la même chose. Il dit qu'il faut sortir du pétrole, mais il donne des forages à Total en Guyane. Pourtant, des objectifs ont été Dernière fixés, question. notamment pendant la COP21. Mais Pourquoi ne pardonnez-moi. pas les respecter aujourd'hui? Mais la France ne respecte pas ses objectifs européens en matière d'énergie renouvelable ou en matière d'économie d'énergie. Est-ce qu'elle doit être sanctionnée dans ce cas-là? Bien sûr. Qu'est-ce que vient de dire En quelques mots. le gouvernement français à travers la programmation sur l'énergie? C'est le nucléaire, on va en bouffer sur ce quinquennat, on en bouffera sur le prochain quinquennat, et toutes les entreprises d'énergie renouvelable, l'éolien offshore, le photovoltaïque, la géothermie, tout ça, eh ben vous resterez une niche. Eh ben ça, c'est honteux pour nos territoires, pour la création d'emplois, comme pour notre industrie. Merci Yannick Jadot, merci Yanis Darras. Tout de suite, les élections européennes. À l'approche des élections européennes, donc, les Verts européens lancent un site internet autour de la politique agricole commune. La PAC fait ainsi son grand retour dans le débat. Yanis Darras. Pourquoi lancer un site internet aujourd'hui pour la PAC? Alors le site, c'est votrepac.eu. C'est l'idée que la PAC, c'est 40% du budget européen. C'est notre première politique européenne. Et que pour beaucoup de citoyens européens, donc la PAC, c'est très loin. La PAC. Bien sûr, c'est une politique absolument essentielle de l'Europe. Et l'idée, c'est que les citoyens européens s'emparent de cette politique et disent, vous savez, chaque citoyen européen en moyenne, chaque membre de votre famille, donne 114 € à l'agriculture par an. 114 € d'aide à l'agriculture. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Un suicide tous les 2 jours. Un tiers des paysans avec moins de 350 € par mois, des sols qui s'appauvrissent, la biodiversité qui disparaît et des doutes des consommateurs par rapport à l'alimentation. Non, on n'en a pas pour notre argent. La PAC ne fait pas son travail pour l'instant, elle ne répond pas aux attentes des Européens. Elle ne répond pas, elle continue de favoriser les plus gros, les plus pollueurs. Nous, ce qu'on dit, c'est emparez-vous, chaque citoyen européen, emparez-vous à travers cet outil, emparez-vous, votrepac.eu, de la PAC. Décidez, est-ce que vous voulez des grandes exploitations ou des petites fermes? Plus de pesticides, moins pesticides, des jeunes qui entrent. Et à partir de là, vous redéfinissez votre budget. Vous redéfinissez le budget de la PAC. Nous, on veut que les politiques européennes, ce soient des politiques citoyennes, ce soit la politique des citoyens européens et pas celle des multinationales. Vous n'avez pas peur, justement, l'Union européenne a une population assez urbaine, vous n'avez pas peur qu'il soit trop déconnecté de la réalité des paysans pour justement décider d'une PAC plus élevée ou pas? De repenser la PAC? Vous savez, on ne justifiera pas que 40% du budget de la PAC aille à l'agriculture si c'est pour avoir moins de paysans, des paysans précarisés, une alimentation de plus en plus contaminée
par les molécules chimiques et plus d'importation et de mondialisation et de souffrance animale. Ça ne se justifiera plus. Les citoyens européens peuvent parfaitement maintenir leur soutien à l'agriculture, et quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, les Européens aiment leurs agriculteurs, ils aiment leur agriculture. Donc, les mais Européens ils sont veulent la les clé aider, pour, ils veulent les aider, pour lutter contre la ils souffrance veulent des les aider à agriculteurs. bien sûr, ils veulent les aider à ce que ceux qui sont encore aujourd'hui prisonniers des pesticides, prisonniers du surendettement, passent à des systèmes plus paysans, plus protecteurs, qui rencontrent l'adhésion et les revendications des consommateurs et des citoyens. Alors, une nouvelle version de la PAC est en train d'être analysée par la Commission. C'est pour ça qu'on a produit cet outil. Oui, et justement, ils ont 9 objectifs, notamment lutter contre le réchauffement climatique ou encore avoir donné un salaire juste et équitable à tous les paysans. Est-ce que enfin l'UE a compris les attentes de nos zones rurales, tout simplement? Si ces objectifs se traduisaient dans le budget de la PAC, ce serait formidable. Un paysan qui met ses bêtes à pâturer, il participe du refroidissement de la planète. Un paysan ou un agriculteur qui tombe dans le piège des fermes-usines, il participe du réchauffement climatique. Si vous utilisez beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, vous faites du réchauffement climatique. Donc le nouveau budget doit être plus orienté écologie. Rapidement, s'il vous plaît. Si vous mettez du couvert végétal, vous participez du refroidissement de la planète. Et ben nous, on veut que les aides aillent vers ceux qui participent au refroidissement de la planète, ceux qui respectent les animaux, ceux qui nous fournissent une alimentation de qualité, en plus d'avoir des produits qui sont bons, qui sont goûteux. On est le pays de la bonne bouffe, on est le pays de la gastronomie. On ne va pas financer une agriculture qui fait de la malbouffe mondiale. Merci beaucoup Yannick Jadot. Merci Yanis Darras. Yannick Jadot, est-ce que vous allez faire un petit tour encore sur le salon de l'agriculture là? Toute la journée, oui. Toute la journée, vous y êtes? Bon, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Yannick Jadot. Merci. Dans quelques instants, on recevra Pierre Billon, je vous en parlais tout à l'heure, auteur-compositeur qui a écrit un livre sur son amitié, sur ses 40 ans d'amitié avec Johnny Hallyday. C'était en novembre dernier. Un livre qui s'appelle Johnny, quelque part un aigle. C'est dans quelques instants. On fait une petite pause et on revient tout de suite. Toujours en direct du studio du Siècle Vert dans le pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. Vous pouvez toujours réagir sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Siècle Vert et poser vos questions à nos invités. Et l'un de nos invités est avec nous, Pierre Billon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Lucas, bonjour Camille, je suis ravi d'être là. Bonjour Pierre. Voilà. Alors Pierre Billon, avant de commencer l'interview, on a un portrait à faire de vous. Je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, vous étiez peut-être déjà là. Mais Camille va faire votre portrait. Il le fait d'une façon un peu particulière, ça devrait vous plaire je pense. Camille, je t'attends. On va écouter ça et vous pourrez réagir juste après. D'accord, je te dirai, vas-y. On peut aller en régie. Vous entendez les notes de musique, c'est un peu particulier. Hein. Vas-y, ça c'est sûr. Ouais. Hey. Pierre Billon, l'homme à la plume de qualité, couteau suisse dans la musique, il a fait tous les métiers. Michel Sardou est votre ami d'enfance, vous mettez le pied dans la musique, pas sur un coup de chance. Vous écrivez paroles et chansons pour les plus grands chanteurs. Plus grande passion, manier la plume façon enchanteur. La musique dans le sang, issue d'une famille à fond dedans. Fils de patachou, je connais pas, c'est pas de mon temps. Écrire pour des grands artistes comme Johnny Hallyday. 10 albums ensemble, la collab est validée. Il entre dans la légende avant même son départ. Vous vouliez une dernière fois saluer sa mémoire. Pierre Billon est malin mais aussi très doué. À l'origine de plusieurs génériques télévisés. Big Deal, le juste prix et même le millionnaire. L'oreille musicale est un outil à tout faire. L'écriture de la musique c'est vraiment votre domaine. Votre arme pour enjoliver et combattre la haine. Pierre Billon, une icône de la musique française. Que vos notes résonnent et votre cœur s'apaise. Bravo Camille Garcette. C'est vachement Merci. bien. Merci. Très bien, mais faut pas que tu fasses journaliste, faut que tu fasses Victoire de la musique l'année prochaine. Non, c'est très bien. En plus, alors, techniquement, puisque je dois parler techniquement c'est très en place. C'est Merci. parfaitement bien, tes rimes sont bien, tes rimes intérieures sont bien, et ta versification est parfaite. Bah, voilà. venant de vous, ça me fait très plaisir. Merci à vous. J'ai Ah pas non, fait de c'est vrai. rock'n'roll, mais C'est vrai, c'est vrai. Mais ça aussi, je l'ai fait. Hein. Du slam, Ah ouais. on en a fait au début, bien Bon. sûr. J'en ai même fait avec Hallyday du slam. On avait fait deux titres, dont un titre qui était Mon Amérique à moi, où c'était du parler, et un autre qui s'appelait Entre violence et violon, qui était du parler comme ça, du slam, avant de se mettre à chanter. Voilà. merci à vous. Bon, en bah, tout cas. bravo. Merci Camille. beaucoup Camille Garcette. T'es super, voilà. Bon, bah, normalement il y avait Ah, il y a un générique normalement. Voilà, il y a le jingle, il est parti, c'est bon.
Alors Pierre Billon, avant d'évoquer votre livre, Johnny quelque part un aigle, vous avez composé d'énormes tubes pour de véritables stars de la musique française. Comment est-ce que vous avez commencé à composer ? Écoute, j'ai commencé parce que ça me plaisait. Je suis parti, je savais pas trop quoi faire dans la vie. J'avais deux trucs qui me plaisaient, soit faire de la musique, soit dessiner. C'était mes deux passions. Plus la moto, faire des compétitions de moto. Finalement, quand je suis rentré de l'armée, qui a été une armée relativement compliquée parce que j'étais en disciplinaire à Berlin et puis après à Schketten en Sibérie. Et donc quand je suis rentré, j'ai dit bon, soit je dessine, soit je commence à faire de la musique. Finalement, j'ai fait de la musique, c'est le seul boulot que j'avais trouvé, donc je me suis retrouvé dans une maison d'édition. Là, il y avait Sardou, que je connaissais depuis longtemps, et j'ai commencé à faire des chansons comme ça. Donc, à la base, je devais être juste musicien, mais j'ai très vite. Je suis pas un mec qui écoute les trucs, je suis plutôt un mec qui essaye de créer. Je m'ennuie à écouter. Vous avez besoin de créer ? Ouais, je suis pas un contemplatif, moi. J'aime bien, sauf les oiseaux et les animaux. Alors ça tombe bien que je sois là d'ailleurs. Il y a aussi votre environnement qui a joué peut-être dans l'idée d'aller vers la musique. Ouais, enfin maman, je pense que maman, elle aurait préféré que je sois toubib, psychiatre ou dentiste, mais voilà, non, mais finalement j'ai fait ça, je savais faire que ça. Et Patachou, votre mère qui était chanteuse donc. Tout à fait. Bien sûr. Même votre père qui était filleul aussi de Georges Brassens. Oui. C'est ça. Vous avez rencontré Georges Brassens. Moi, je suis filleul de Georges Brassens. Ah pardon, vous êtes filleul. Moi, excusez-moi. Papa, il a le même âge que Georges, bien sûr. Et vous avez donc cette amitié avec Michel Sardou aussi. Vous le rencontrez quand, Michel Sardou ? Je rencontre Michel Sardou, j'ai 13 ans. 12-13 ans, lui aussi, et mes parents, et ses parents à lui et ma mère font une comédie musicale ensemble qui s'appelle l'Impasse de la Fidélité, et à ce moment-là, je rencontre Michel, très brièvement, on se retrouve 2-3 jours ensemble, et puis on se perd de vue. Lui part faire l'armée, moi aussi. Et quand on rentre, on est en mai 68. Et en mai 68, on devient les meilleurs amis du monde. Et on commence à travailler ensemble et à tourner ensemble. C'est à ce moment-là que ça commence. Et c'est à ce moment-là que je commence à faire des chansons. Mais la première chanson, elle n'est pas pour Sardou. La première chanson, elle est pour... je la fais avec Maxime Le Forestier. Et on fait une première chanson tous les deux avec Maxime Le Forestier. Voilà, des grands souvenirs. Vous êtes filleul, donc vous l'avez dit, de Georges Brassens, vous l'avez rencontré, j'imagine. Un paquet de fois, bien sûr. Ouais. C'est lui qui vous offre ma première guitare. Ouais. Il m'a amené ma première poêle. Ouais. Vous l'avez toujours, votre première guitare ? Eh ben non, justement. Mais il y a des tas de trucs que j'ai perdus, malheureusement, parce que je suis pas un collectionneur, je suis un saltimbanque. Et ma première guitare, qui est toute petite, comme un abruti, je ne l'ai pas gardée. Alors j'aurais dû la mettre au pinacle. Et pourquoi vous vous destinez vers le rock ? C'est quoi qui vous destine au rock ? C'est quoi qui vous dirige vers le rock ? Parce que j'aime le rock, ouais. Dès le début, Dès le début, j'étais en Corse. On a commencé avec un garçon qui s'appelle Michel Mallory, que vous devez connaître, qui est le garçon qui a écrit la musique que j'aime pour Hallyday. Et dès le début en Corse, on a commencé à jouer. Moi, j'avais 14 ans, 15 ans. Et après, je suis rentré avec Dick Rivers, qui lui venait d'arrêter les Chats Sauvages et qui avait monté son groupe. Et moi, j'ai intégré le groupe avec Bachung, d'ailleurs, ce qui est drôle. Tous les deux, on a intégré le groupe de Dick Rivers et on s'est mis à faire du rock'n'roll. Voilà. Vous êtes allé aux États-Unis aussi avec votre mère, puisque votre mère avait une carrière, continue sa carrière là-bas. Donc vous allez aux États-Unis et vous faites des études là-bas. C'est aussi ce voyage qui vous influence par rapport au rock ? Bien sûr. À partir du moment où on est dans les années 60, fin des années 60. Et donc, obligatoirement, le rock'n'roll commence à vivre en France, mais il vit depuis un long moment aux États-Unis. Oui, vous êtes plongé dans le rock là-bas. Voilà, tout le temps. Donc, je pars aux États-Unis parce que j'étais mauvais en France et que j'étais incapable de bosser à l'école. Donc, je quitte l'école, je suis juste après le BEPC, donc ça doit être en 16e, 15, je vais avoir 16 ans ou 15 ans et demi. Et je pars aux États-Unis. Et là, par contre, je me suis découvert une vocation de grand étudiant et j'ai passé une licence d'anglais, mes graduations et tout ça. Et je bossais la journée, je bossais à l'école la journée, je bossais le soir au théâtre. Voilà. Très bien. Et on va continuer de parler de ça dans quelques instants. Juste avant, on est en duplex avec Alban Gamet de Saint-Germain. Alban, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Bonjour Lucas, bonjour bien. À tous. Bonjour Alban. Alors, vous êtes donc à l'Agri-Run, c'est ça ? Alban, c'est quelqu'un qui va sur tout le stand, tout le salon d'agriculture. Il est journaliste, il fait partie de notre équipe et on fait des duplex avec lui pour parler un peu de tout ce qui se passe autour du plateau aussi dans le salon. Et donc là, Alban aujourd'hui est à l'Agri-Run. Agri-Run, qu'est-ce que c'est, Alban ? Vous pouvez le voir ici. Exactement. Et pour vous en parler, je suis avec Florent donc qui travaille dans une agence d'événementiel et qui s'occupe donc de l'Agri-Run. Alors qu'est-ce que c'est, Florent, l'Agri-Run ?
La Grille Run, c'est une course qui est ouverte à tous, aux enfants comme aux plus grands. C'est un parcours d'obstacles. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, sans se faire mal, bien sûr, pour dynamiser l'espace détente du Salon de l'Agriculture. Très bien, et ben merci Florent. Et derrière moi, vous pouvez le voir, il est en train de se préparer. Alors ça va être Dimitri, voilà Dimitri. Ah, et donc Dimitri moi-même, Hainaut on qui va se prépare, faire cette effectivement. course. Je vais laisser la main à Lison Delo qui est avec nous, qui va filmer. Lucas Pierre, si vous voulez commenter pendant la course, c'est à vous de jouer. Va falloir Et moi, que je me j'improvise prépare. en commentateur sportif. Ça va pas être évident parce que ça j'ai jamais fait. Le sport j'aime bien, mais vous aimez le sport Pierre Billon? Quoi? Vous aimez le sport Pierre Billon? J'adore le sport, je fais que Ouais. ça. Moi. Bien sûr, tout ceci va se passer dans les règles du sport, sans triche, ni coup bas. Très bien. Donc voilà, là en fait je vous explique un peu la situation. Dimitri Hainaut, qui fait aussi partie de l'équipe, qui présentait les émissions ce week-end et qui va les présenter le week-end prochain, fait face à Alban Gamet de Saint-Germain. Ils sont partis, voilà, ils sont élancés dans cette course d'obstacles. Ça n'a pas l'air évident. Sur l'épreuve de force, Dimitri Hainaut passe plus vite qu'Alban Gamet de Saint-Germain. Beaucoup d'agilité, ça demande beaucoup d'agilité. Voilà, on fait un petit virage, Dimitri Hainaut qui court il a du mal à courir quand même. Hein. Ouais, on vous voit Alban Gamet de Saint-Germain, vous essayez de déstabiliser Dimitri. C'est pas très bien organisé quand même. Hein. Entre les deux, ils ont un peu de mal, ils se marchent sur les pieds. Allez, bon Dimitri Hainaut qui est en tête depuis le début. Là c'est une course dans un sac. Donc je crois que c'est la dernière partie de la course. On va voir qui arrive le premier. Attention, et la chute d'Alban Gamet de Saint-Germain. Mais qui arrive en premier? Bravo Alban. Voilà, ils sont par terre. Bon, Alban Gamet de Saint-Germain qui a finalement gagné cette course d'obstacles. Bon, c'était très surprenant hein, quand même. Marrant, c'est un espèce de parcours du combattant. C'est marrant. C'est un peu l'idée. C'est rigolo. Voilà. Ouais, bon, bravo Alban, vous avez gagné, je vois ça. Bravo Alban. TV Agri. Moi, je suis mort. Dimitri, j'ai perdu une chaussure. J'ai mal au genou. Dimitri Hainaut qui a perdu sa chaussure, effectivement. Voilà. Au pavillon, je vais chercher ma chaussure. Oui. Allez chercher votre chaussure, Dimitri. Donc, au pavillon 5.2, au bout du pavillon, si vous voulez avant prendre des forces, il y a tout ce qu'il faut. C'est le. Waouh, c'est dur. Il y a le pavillon, donc on est au pavillon en fait des pays. Il va y arriver. Des pays étrangers. Donc voilà, vous savez quoi, je vous laisse l'antenne. Moi je vais reprendre parce que c'est très physique, mais 5.2 au bout, venez, nombreux. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Lison Delo. Pierre Billon, donc on va continuer de discuter un peu de ce qu'on disait juste avant. Vous étiez aux États-Unis, donc vous disiez vos influences. Qu'est-ce qui vous a influencé justement? Quel groupe, quels artistes vous ont influencé particulièrement quand vous étiez là-bas? Aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à l'école aux États-Unis, la musique est très très présente. Elle n'est pas comme chez nous, elle est assez sérieuse. Donc c'est sûr que tu écoutes tout ce qui se passait à l'époque. À l'époque, c'était le début des Beatles, début des Stones, début de Elvis était déjà implanté depuis un long moment, mais tu as des possibilités de jouer. Donc dès le début, moi à l'époque je n'étais pas guitariste, hein. J'étais uniquement percussionniste, j'ai commencé comme percussionniste moi. Je suis resté percussionniste jusqu'à la fin parce que l'année dernière j'étais avec la tournée de Sardou, avec Michel Sardou qui m'a demandé de produire son album, d'écrire les chansons. Pour sa dernière tournée. Ouais, et de me retrouver sur scène avec lui à jouer guitare et percussion. Mais guitare j'ai appris après, j'ai appris la guitare à l'armée et non pas aux États-Unis. C'est une percussion. Vos parents ouvrent un cabaret à un moment donné quand vous êtes enfant, ça s'appelle le Patachou. C'est quoi la frontière entre le rock et le cabaret? Bah écoute, le cabaret c'est déjà une rock attitude, faut bien le dire, parce que tu te bats sans arrêt, tu travailles avec des gens qui sont pas forcément, qui comprennent pas forcément ta langue, donc c'est une merveilleuse école. D'ailleurs, regarde Sardou, l'aisance qu'il a sur scène vient du fait qu'il a fait énormément de cabaret, bien évidemment. Johnny aussi, Johnny a fait beaucoup, non pas de cabaret, mais il a fait tout le début de sa carrière, il était sur la route avec ses parents adoptifs, et il a fait beaucoup de ce genre de choses. C'est une merveilleuse école, tu rencontres plein de gens, les gens ils sont là en train de manger, ils sont pas forcément intéressés à ce que tu fais, donc voilà, c'est une merveilleuse école. Vous avez donc travaillé avec Michel Sardou, on l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous êtes connu? C'est pas la question que je voulais poser. Vous l'appelez, Michel Sardou, vous l'appelez mon grand frère du même âge. Oui, c'est vrai, bien sûr, parce qu'il a toujours été plus raisonnable que moi.
Et il avait un vrai plan de carrière. C'est-à-dire Michel. plus raisonnable que vous. Bah parce que la raison, c'est d'avoir un plan de carrière et de tenir une seule route et d'essayer d'aller au bout de cette route et dans un certain chemin. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'étais complètement dissolu. Un coup, je faisais de la musique, un coup, je partais faire des trucs de moto, un coup, je faisais. Enfin, c'est assez dit. J'ai fait de la télé, j'ai fait plein de choses. Donc moi, j'avais pas de plan de carrière. Donc Michel était un grand frère de mon âge, mais beaucoup plus raisonné que moi. Lui savait exactement où il voulait aller. Voilà. Quel souvenir Comme Johnny d'ailleurs, pareil. Quel souvenir vous avez de cette collaboration avec Michel Sardou? Quel souvenir? C'est quoi votre meilleur souvenir de cette collaboration avec Michel Sardou? Oh, les meilleurs souvenirs, c'est le début, c'est toujours le début. Tout début, Le début et la fin, là. Le meilleur souvenir, c'est... pourquoi j'ai fait son livre? J'ai fait ce livre parce que... quand Michel m'a demandé de faire son album et de produire son album, je l'ai fait, on a fait les chansons, et il m'a dit, je ne fais une tournée qu'à condition que tu partes avec moi en tournée. Oui. Donc d'un seul coup, je me suis retrouvé en tournée avec lui à jouer de la guitare et à jouer de la percussion. Et là, il m'a fait un hommage sur scène en disant, mais vous avez mal compris, tout le monde parle des autres compositeurs, mais c'est Pierre qui a fait les plus gros tubes pour moi, c'est-à-dire en chantant Je vole, enfin, puisque Je vole avait été repris par Loane. Donc cette espèce d'hommage. Donc c'est de merveilleux souvenirs, évidemment. On s'est retrouvés sur scène 30 ans après avec Sardou, c'est de merveilleux souvenirs. Les souvenirs d'Hallyday sont des souvenirs de scène extraordinaires aussi, mais beaucoup de souvenirs de moto. C'est-à-dire beaucoup d'endroits où on s'est retrouvés, et puis malheureusement des souvenirs un peu plus difficiles sur la fin, quoi, voilà. Bah justement, dans votre livre, donc quelque part Johnny, quelque part un aigle. Donc voilà, vous parlez beaucoup de votre amitié, enfin vous parlez de votre amitié tout simplement avec Johnny Hallyday. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous l'avez rencontré, Johnny Hallyday? Oui, tout à fait. J'ai rencontré Johnny dans une émission des Carpentiers, de Maïté et Gilbert Carpentier, qui était une émission qu'on faisait régulièrement avec des chansons uniquement pour un one-shot, hein, c'est-à-dire juste pour le spectacle en question chaque soir. Et on m'avait demandé de faire une chanson pour lui, ce que j'ai fait, et c'est la première fois que je l'ai rencontré. Bon, la chanson n'était pas terrible, mais un an après, je lui ai fait Le Cœur en deux, qui était un numéro 1. Après, on est devenus très potes. Voilà. C'était quoi d'être ami avec Johnny Hallyday, qui est la star française? Être ami avec quelqu'un comme Johnny ou quelqu'un comme Sardou, c'est savoir exactement, comprendre exactement ce qu'ils sont, quel niveau ils ont et ce qu'ils sont dans la vie. À partir du moment où tu sais que ces gens-là vivent pour ce métier, vivent pour chanter et ont ce charisme qui fait qu'on a le courage et la volonté de monter sur scène, si tu sais exactement la position qu'ils ont dans l'espace, tu restes ses amis. Dans la vie, c'est autre chose. Jean-Philippe Mette, c'est mon ami. Mais à partir du moment où on travaille, tu sais que c'est une star et tu respectes cette façon de fonctionner avec eux. C'est comme ça qu'on reste amis avec eux. Dans votre livre, vous parlez de l'énorme importance qu'a eu Johnny Hallyday dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a apporté concrètement? Apporter plein de choses. On est arrivé, c'est un fil rouge, c'est-à-dire, moi j'ai toujours voulu traverser les États-Unis, je l'ai fait moult fois en moto, plusieurs fois. Je l'avais fait sans lui, et à partir du moment où on l'a fait ensemble et qu'on a commencé à le faire, parce qu'on l'a fait 3-4 fois ensemble, traverser les États-Unis et rester 2 mois, 3 mois sur la route, c'est un fil rouge. Tu le fais tout seul, c'est très bien, tu le fais avec Johnny, c'est encore mieux. C'est pas que tu as des possibilités, c'est simplement que les choses se passent, tu fais plus attention aux choses, tu fais plus attention aux lieux que tu vois. C'est compliqué. Encore une fois, le respect que tu as par rapport à cet être-là, bien sûr. Merci Pierre Billon, on va continuer de parler de ça dans quelques instants aussi. Juste avant, on est avec Jérémy Richalet. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Qui arrive donc sur le plateau. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc Jérémy, vous venez là pour parler d'Aéromat et vous avez un invité avec vous. On vous entend pas dans le micro apparemment. 1, 2, 1, 2. Pierre Billon qui propose son micro, bon voilà. Alors d'habitude dans cette chronique on parle d'innovation technologique au service de l'agriculture. Aujourd'hui c'est un peu différent, on parle de progrès surtout. D'habitude on peut opposer l'agriculture à l'urbanisme. Aujourd'hui Gilles Maréchal, vous êtes directeur général d'Aéromat et vous allez nous prouver que c'est compatible. Qu'est-ce qu'Aéromat? Qu'est-ce que ça propose et quelle est l'idée derrière ça? Alors bonjour, effectivement, donc moi je travaille dans l'agriculture depuis de nombreuses années, fils d'agriculteur. Et vivant au cœur de Paris, c'est vrai que je me posais la question de savoir comment faire à la fois revenir les agriculteurs, rencontrer les citadins et en même temps pouvoir leur démontrer qu'il était possible de produire dans Paris. Donc nous avons repris une société qui s'appelle Aéromat. Et l'objectif, ce n'est pas de montrer qu'on est capable de nourrir la population de Paris avec de l'agriculture urbaine, c'est de recréer du lien entre des personnes qui ne se parlent plus forcément très souvent,
Les Parisiens, les citadins demandent de plus en plus d'informations, de sens sur la façon de se nourrir. Donc c'est une capacité de leur prouver d'où vient le produit, de faire un produit au plus près. Et puis le modèle économique de l'agriculture urbaine, il est assez difficile parce que, encore une fois, la production, vous en faites peu. L'agriculture urbaine, c'est une agriculture de contrainte. Donc il faut innover. Et à partir de là, à côté de la production, vous pouvez faire de la pédagogie, vous pouvez faire venir des jeunes, leur montrer comment on fait de la production hydroponique, par exemple. Donc comment on nourrit les plantes d'une façon innovante. Après, comment on peut faire aussi de l'événementiel. On peut faire un concert sur une terrasse. Johnny n'est plus là, mais avec un chanteur et un potager urbain autour. On peut faire aussi des rencontres de citadins avec des agriculteurs, parce que les agriculteurs ont de véritables savoir-faire et il faut les convaincre de revenir en parler au centre des villes. Aujourd'hui, Aéromat cultive principalement des herbes aromatiques, mais est-ce qu'on peut imaginer cultiver des fruits et légumes à Paris ? Oui, Aéromat, c'est principalement des plantes aromatiques sur un site, oui. Mais on a d'autres sites où on va faire un potager mobile, où là on fera des légumes aussi, et toutes sortes de différents légumes, et puis sur d'autres endroits également. Donc c'est à la fois des plantes aromatiques, on va développer ce qu'on appelle de l'indoor, donc de la production dans des sous-sols, dans lesquels on va avec des LED, avec de l'air filtré, avec une production donc, en sous-sol qui va permettre de faire produire un certain nombre de légumes. Tout ça dans une logique qui est promue par la mairie de Paris de favoriser tout ça, l'agriculture urbaine. Alors c'est vrai que différentes villes aux États-Unis ont promu cette agriculture urbaine. En France, Paris est très promoteur de cette agriculture, notamment avec la démarche pariculteur, qui consiste à faire des appels d'offres sur des sites dans Paris. Et je pense que la maire de Paris en parlera tout à l'heure, puisqu'elle est sur le salon aujourd'hui. Donc comme vous le disiez, indépendamment de la production, vous avez aussi un rôle de sensibilisation des Parisiens à l'agriculture et à tout ce qui est bio aujourd'hui. Oui, je dirais que c'est un peu notre cœur de métier à Aéromat. Il y a beaucoup d'associations et d'entreprises qui font de l'agriculture urbaine en 2 ans, 90 à peu près, qui sont dans une association française de l'agriculture urbaine professionnelle. Nous, notre spécificité, c'est justement de faire en sorte que les agriculteurs viennent encore une fois discuter, expliquer leur métier à partir du produit et montrer justement la façon dont ils évoluent aujourd'hui. Et pour l'instant, vous sentez les Parisiens sensibles à ça ? Les Parisiens, ils sont très sensibles. C'est plus difficile de convaincre les agriculteurs conventionnels, par contre, de revenir à Paris pour leur prouver que ce n'est pas une agriculture de bobos, c'est une agriculture qui participe à une nouvelle forme d'agriculture qui sera à côté de la conventionnelle, à côté de l'agriculture bio, mais c'est une agriculture d'avenir. Merci beaucoup Jérémy Richalet. Merci à vous. Gilles Maréchal, je rappelle que vous êtes directeur général de Aéromat. Très bonne démarche, donc dit Pierre Billon. Oui, bonne démarche. Oui, c'est un petit peu ce qu'il y a quand tu fais ton petit potager, etc. Et si tout le monde pouvait faire ça, ce serait formidable parce que d'abord, c'est un merveilleux abcès de fixation déjà. Contre le stress, contre tout, d'avoir c'est ce que font les Japonais. Les Japonais ont leur toute petite maison et ils font le bonsaï. Qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins un bonsaï appliqué à un espace un peu plus grand. Et effectivement, tu te rapproches d'une nature que tu as peut-être oubliée. Tu te rapproches de cette nature en disant à quel point la nature a besoin de toi. Parce que toi, tu as besoin d'elle, mais elle a besoin de toi, sinon ça ne pousse pas. Vous êtes si proche tu de la t'en nature, occupes pas, ça ne pousse pas. Donc c'est un peu ça, je pense, la démarche. Voilà. On va en revenir à Johnny Hallyday, si vous voulez. Si tu veux, mais moi ça me plaisait bien de parler des fleurs, mais enfin bon, si tu veux. Bon, on va parler de fleurs et de Johnny. Donc Johnny, vous l'appeliez aussi Le Grand. Oui, toujours appelé Le Grand, moi. Le Grand par la taille Non, parce qu'on l'a toujours appelé Le Grand, ou le boss, le patron. Mais moi je l'appelais Johnny. Au lieu d'appeler, alors j'ai dit plusieurs fois Jojo, mais à la base je l'appelais Johnny. Oui, Le Grand. Quand il était extérieur à nous, on disait tiens, voilà le Grand qui arrive. Le Grand. Ouais. Vous dites dans une interview que vous avez eu le privilège d'être ami d'énormes stars, sûrement parce que vous étiez discret. Est-ce que c'est le propre d'un parolier de rester dans l'ombre d'une star ?
Je pense qu'il faut le parolier. Il est pas là pour, il est là pour amener le maximum de terreau positif à l'artiste et non pas pour briller. À partir du moment où il brille, autant qu'il fasse la carrière lui-même, qu'il chante lui-même. Mais à partir du moment où tu travailles, tout ce que tu dois, quand tu es producteur ou quand tu fais des chansons pour les gens, tout ce que tu entends de bien, il faut les rapporter et les amener à ton artiste. Après, il fait le choix. Est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai pas envie de ça? Mais l'avant tout, c'est de dire, j'ai vu un truc qui est très très bien. On parlait du système du potager ou de faire de l'agriculture. Ça aussi, tu as entendu ça, tu trouves ça bien, tu Johnny, tu devrais faire ça parce que tu as un petit terrain, etc. Et c'est ça, ton rôle, c'est d'écouter ce qui se passe et de l'amener à l'artiste qui, lui, n'a pas forcément le temps d'écouter tout ça. Est-ce que ça peut créer une frustration quand même? Vous avez déjà ressenti ça à un moment donné? Je ne suis pas frustré, j'ai l'air frustré. Non, j'ai jamais été frustré. C'est ce que je savais où j'étais. Des personnes qui peuvent être dans l'ombre parfois. Il y en a. Et ceux qui sont frustrés, malheureusement, c'est triste pour eux parce qu'ils ne vont pas très très bien faire leur boulot. Non. Une fois que tu as compris que lui, il était là pour aller au combat et que toi, tu étais là pour amener les armes pour aller au combat, tu avais tout de suite compris l'affaire. Hein. Ça allait mieux. Mais c'était ce que j'ai compris depuis le début, moi. Mais ça m'amusait aussi d'aller au combat. J'ai essayé d'aller au début. Seulement, j'ai chanté au début. J'ai fait des albums. Je continue à chanter très très bien d'ailleurs. Vous avez une carrière solo aussi. Mais j'étais pas fait pour aller au combat, quoi. J'étais pas fait pour aller au feu. Dans son autobiographie, Johnny Hallyday dit que vous l'avez branché à la musculation. Il avait envie de changer de look. C'est vrai, toujours. Johnny s'entraînait pas. Il aimait le sport, mais il s'entraînait pas. Et il a eu besoin. Quand on a fait le premier spectacle, qui était Mad Max, qui était le spectacle qu'on a fait en tout premier au Palais des Sports, il fallait qu'il soit en forme. Et c'est là où il m'a demandé de l'entraîner. C'est là où on est partis tous les deux. Et que je l'ai mis vraiment à ce sport qui était, enfin, pas que la musculation. On a fait. Voilà, je faisais courir, je faisais en sorte qu'il ne boive pratiquement plus et qu'il fume beaucoup moins, quoi, voilà. Vous êtes aussi devenu son directeur artistique, son producteur et donc son parolier, on l'a dit. Pendant 4 ans. Hein. Son réalisateur aussi, c'est quoi être réalisateur concrètement? On faisait tout, c'est-à-dire que le producteur à l'époque réalisait les disques, écrivait les chansons et montait les spectacles de scène. C'est comme ça que j'ai fait le spectacle du Point et des choses comme ça. Tu suivais l'artiste complètement, parce qu'il avait besoin de ta, puis parce qu'il avait confiance en toi, il était ravi que tu sois là avec lui. Il y a des tas de fois où je servais à rien, mais j'étais là quand même, quoi. Vous avez réalisé 10 albums avec lui? Oh, plus, 10 pratiquement, peut-être même plus, peut-être je dois être dans les 15 ou 16 albums, un truc ce que j'avais trouvé, mais plus non. Bon, une quinzaine on va dire du coup. Le travail, est-ce que ça a pris beaucoup de place dans votre relation? Alors le travail, à l'époque on était très amis, et le travail prenait de la place. Mais il y avait quand même un intérêt commercial entre nous deux. À partir du moment où tu produis quelqu'un, tu fais des chansons, tu as un intérêt commercial. Après, on a arrêté de travailler ensemble et on a commencé à être encore plus amis jusqu'à la fin où on était frères. Ouais. Quoi, donc le travail vraiment prenait une part quand même aussi de votre amitié. Le travail prend une part, il y a les risques, il faut discuter, faut discuter ton bout de gras, c'est le cas de le dire, avec les chansons, les spectacles. Et c'est complètement différent. Et après, quand tu deviens ami, après c'est fini. Tout ce que tu as décidé, c'est de la route qu'on va faire, quelle que soit la route, et puis comment on va se comporter en faisant la route. Et à partir de ce moment-là, les 10 dernières années, c'est une confrérie qu'on était. On était 6 ou 7, c'est une confrérie, ni plus ni moins. Hein. C'est ceux qui étaient à la fin avec lui. Hein. Vous partiez en road trip avec eux, c'était tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et on devait repartir là. On devait repartir en septembre de l'année dernière. C'est ce que Johnny souhaitait. S'il n'était pas lui parti un road trip là-haut, c'est ce qu'il souhaitait. Et donc ce road trip là, on l'a refait sans lui, mais avec lui au-dessus de nos têtes, voilà. Est-ce que ce livre a eu un effet cathartique pour vous Est-ce que quoi? Est-ce qu'il a eu un effet cathartique, ce livre? Est-ce qu'il vous a aidé à faire le deuil de la perte de Johnny? Qu'est-ce qui m'a aidé à faire le deuil? C'est pas... Oui, le fait de continuer à être avec lui, c'est-à-dire de continuer de respecter ce qu'il voulait faire lui, c'est-à-dire qu'on avait quand même le fameux dernier jeudi, quand on a dîné ensemble, il souhaitait faire bien certaines choses. Bon, il n'était pas avec nous, on les a fait quand même, donc ça nous a aidé certainement à faire le deuil. Difficilement, bien sûr, parce que c'est notre ami, mais on a continué à fonctionner en disant, voilà ce qu'il nous a demandé de faire, il n'est pas là,
ils voulaient le faire avec nous, on va le faire quand même. Oui, vous êtes par exemple allé avec Laetitia dans un motel aux Oui, États-Unis. on a remis une plaque, bien sûr. C'est une idée que j'avais eue moi. Il y a un motel qu'il adorait. Là aussi, les gens ne savent pas, mais Johnny aimait bien les hôtels à 40 € par jour. Ah oui. Et le fameux motel, c'est celui qu'il préférait. Un petit motel en bois. Et c'est là où on a fait graver une plaque. Et puis cette plaque, on a été la mettre en allant chez Bricorama, en achetant nos petits trucs. On a été la mettre dans le fin fond du Grand Canyon. Voilà. Très bien. Et je vous remercie beaucoup, Y a pas de quoi. Pierre Villon. Vous allez faire un petit tour dans le salon là aujourd'hui. Ouais, mais je veux voir le mouton. Il paraît qu'il y a un mouton qui arrive là. Ah oui, c'est un bélier. Un bélier, d'accord. Un petit bélier. Bon. Alors, on va discuter tous les deux alors. Bah, très bien. J'adore les moutons, j'adore les béliers. Merci beaucoup, tu as très bien fait son travail. Tu vas être un grand journaliste. Je vous remercie beaucoup. Tout le monde, là. J'espère. Merci bien. Merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. On sera en compagnie de producteurs et en compagnie d'un mouton, comme on vient de le dire, qui sera ami apparemment avec Pierre Billon. Ils vont discuter. On se retrouve dans quelques instants. Toujours en direct sur le studio du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture, pavillon 4. Vous pouvez continuer de réagir évidemment au hashtag Siècle Vert sur Twitter. Et juste avant de retrouver monsieur pour une interview de votre huile d'olive, pardon, on va juste faire un petit zoom sur la région PACA. Camille, oui, c'est avec Manon Blangis. Exactement, chaque jour on l'a dit tout à l'heure, on se concentre sur 2 régions. Alors aujourd'hui on est sur la région PACA. Donc Manon Blangiste, vous allez un peu nous présenter cette région. Dites-nous un peu les aboutissants. La Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des rares régions à ne pas avoir fusionné lors de la réforme. Par contre, son nom, lui, pourrait bien changer. Alors officiellement, son appellation reste la même, mais le conseil d'administration de la région communique désormais sous le nom de Région Sud. Bon, c'est pas très original. Bon, elle réunit en tout cas 6 départements et le gentilé, je vous le donne, les Provençaux. Et quelles sont un peu les personnalités de cette région, Manon ? Eh bien, commençons par un grand peintre français, un des impressionnistes du 19e siècle, j'ai nommé Paul Cézanne. Ah oui. Il naît à Aix-en-Provence et meurt dans la même ville. Alors, il a peint de nombreux paysages de la campagne d'Aix-en-Provence. Cette campagne a un peu été sa muse, en fait, puisqu'il a réalisé, par exemple, environ 80 œuvres juste sur la montagne de Sainte-Victoire. Donc, je vous laisse imaginer après sur toute la région. Il a passé pas mal de temps. Il me semble que c'est pas le seul à avoir inspiré la région PACA. Exactement, Ouais. L'écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur Marcel Pagnol est né dans les Bouches-du-Rhône à Aubagne et il n'hésite pas à évoquer sa région dans ses œuvres, évidemment dans ses livres de souvenirs d'enfance. Il commence même le premier livre par « Je suis né dans la ville d'Aubagne sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers ». Voilà, c'est aussi dans cette région que Marcel achète en 1934 24 hectares juste pour tourner ses films. Parmi les plus connus, il a tourné là-bas Angèle et puis mon préféré évidemment, Manon des Sources. Aujourd'hui, Marcel est enterré dans sa région natale, dans le petit cimetière de la ville de Treilles. Et vous pouvez faire toute une visite sur les traces de Marcel Pagnol. Très bien, merci beaucoup. Manon, on vous retrouve un peu plus tard pour la présentation aussi de la région Hauts-de-France. Voilà. Alors on va maintenant présenter un des produits emblématiques de PACA, la région PACA, c'est l'huile d'olive et pas n'importe laquelle puisque celles-ci sont produites par le comité de promotion des huiles d'olive et de table du Var, des huiles et olives de table du Var, j'y arrivé. C'est un regroupement donc de 10 producteurs, mouliniers ou confiseurs du Var. Et nous recevons l'un d'eux, donc Mathieu Béringuier, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur d'olives et je vous laisse donc en compagnie de Bastien Cochet. Bonjour Mathieu Béringuier. Donc vous êtes producteur d'olives et donc vous faites partie du comité de promotion des huiles d'olive et table du Var, comme Michael a dit. Ma première question, c'est pourquoi avoir fait ce comité? Pourquoi s'être regroupé à 10 producteurs? Alors pour une simple raison, c'est de se regrouper pour déjà monter au salon et pour payer le stand, qui est quand même un certain coût, et puis pour pouvoir proposer au public en fait une palette de plusieurs huiles représentant le Var. Donc notamment on a plusieurs fruités dans les huiles d'olive. On va avoir un fruité vert, un fruité noir, un fruité mûr que vous pouvez venir déguster au salon. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le fruité vert, le fruité mûr, le fruité noir? Tout à fait. Alors par exemple, donc là on va commencer par une dégustation sur un fruité mûr qui va être au niveau du goût le plus doux, qui est fait à partir d'olives maturées, d'olives ramassées à maturité. On ramasse tout de suite les olives noires et on fait l'huile. Après, donc au niveau du goût, c'est des arômes assez doux. Ensuite, on a un fruité noir qui va être
un peu plus travaillé, parce que là, on va ramasser les olives noires et on aura fait une maturation contrôlée après la récolte, avant de faire l'huile. Pendant 5 jours, on va stocker les olives. Et là, il y aura d'autres arômes. On va arriver sur des arômes de champignons, de sous-bois. Et le fruité vert qui va être plus, les olives sont ramassées vertes. Et on a beaucoup d'arômes d'herbacées, d'herbes fraîches coupées, d'artichauts crus. Plus pour tout ce qui est salade à cru, justement. D'accord. Donc tout joue en fait dans l'huile d'olive, tout joue sur la maturation des olives au moment de la récolte. Le contrôle de la maturation du produit en fait, de l'huile d'olive, de l'olive. Et sur les bouteilles qu'on voit ici, lesquelles correspondent à quelle maturation? Alors là, par exemple, on a la productrice Nathalie Titon qui est à Mazog, qui représente un fruité mûr. Il y a plusieurs producteurs du coup. Donc là, c'est Nathalie Titon. Là, on a le Moulin du Haut-Jasson, qui représente notre fruité noir. Et là, c'est le mien, c'est le Moulin de Calas. Sur un monovariétal, il n'y a qu'une seule variété d'olive qui s'appelle le Ribier ou Plein de Calas, et qui va être bien fruitée, bien verte au niveau du goût, et avec un bon goût d'artichaut cru. D'accord. Alors, on voit le packaging. Oui. Alors, déjà, est-ce que vous faites des formats plus grands? Et ensuite, pourquoi avoir choisi ce packaging-là et pas les traditionnelles bouteilles d'huile d'olive verte qu'on connaît tous? Ah oui, c'est vrai. Déjà, pour les présenter au salon, c'est pratique parce que justement, on peut faire des coffrets et les gens peuvent partir avec un panel des huiles d'olive du Var avec un fruité mûr, un fruité noir et un fruité vert. Et après, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre stand dans des plus grands conditionnements. Il y a des bibes, des poches sous vide pour les grands consommateurs, on va dire, d'huile. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent cuisiner avec ces huiles, oui. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous conseillez plutôt certaines huiles pour certains plats? Voilà, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, les fruités verts, ça va être plus pour tout ce qui est accru. Donc, sur les crudités, là, vous faites une salade de tomates, vous rajoutez un petit peu de fleur de sel et un filet d'huile et c'est assaisonné, on va dire. Et sur les fruités mûrs et fruités noirs, ça sera toujours en fin de cuisson ou pour faire cuire, par exemple, en fin de cuisson sur des patates, sur des légumes cuits à la vapeur. Vous dégagez tous les arômes en rajoutant en fin de cuisson un petit filet d'huile. D'accord. Dans votre comité, oui. Il y a des producteurs, mais oui. il y a aussi des mouliniers et même des artisans. J'ai oublié le mot. C'est votre dernière question, Bastien. Oui. Donc, allez, des confiseurs, voilà. Voilà, les confiseurs. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer leur rôle? Notamment, donc, le moulinier va faire la production d'huile d'olive et le confiseur, par contre, on a deux femmes qui sont avec nous, qui sont confiseuses à Mazog et qui font les olives de table, en fait, pour préparer la confiserie des olives de table. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Bastien Cochet. Merci, Mathieu Béringuet. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est la question que vous voulez poser, peut-être, Camille. Bah oui, je voulais savoir, vous me demandez tout à l'heure où est-ce qu'on peut vous retrouver un peu dans le salon. Donc, dans le hall 3. Hall 3. Au hall 3, dans la région sud, et sur le stand du comité de promotion des huiles d'olive du Var. N'hésitez pas à aller retrouver Mathieu donc, sur son stand pour goûter toutes ces huiles d'olive, Lucas. Oui, merci beaucoup, Mathieu Béringuet. Dans quelques instants, on sera avec Alexandra Delbo qui sera juste à côté de nous. On va retrouver Alban Gamet de Saint-Germain aussi en duplex et puis on pourra lancer la partie 2, donc la deuxième région qui est mise à l'honneur aujourd'hui, qui sont les Hauts-de-France. Juste avant, on fait encore une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours en direct ici au stand du studio Siècle Vert, toujours en direct donc pour encore une bonne demi-heure. Et on est avec vous, Camille Garcette. On peut réagir, les gens peuvent réagir sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent réagir sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook, Twitter et même Instagram Fréquence ESJ. Et surtout, ils peuvent surtout réagir pour que leur tweet soit affiché ici, qu'on les lise et qu'on. Sur l'écran juste derrière. C'est ça. Exactement. Hashtag Siècle Vert. Donc, et on est donc avec Antoine Lhermitte et avec. Bonjour Antoine Lhermitte. Bonjour. Et avec Sophie Kessler-Matière. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse entre les mains d'Antoine. Oui, alors Sophie Kessler-Matière, vous appartenez au domaine clé de Saint-Thomas, qui produit aujourd'hui du vin notamment dans la région PACA, puisqu'il est la région à l'honneur aujourd'hui. Et j'aimerais juste commencer par vous féliciter, puisque votre vin a été récompensé aujourd'hui, médaillé d'or, dans plusieurs catégories. Alors, il s'agit de deux domaines. En fait, le principal, c'est Château Calissa, en Cotodex, et le second est la Clé de Saint-Thomas, en AOP, le Châteauneuf du Pape.
Alors nous avons été récompensés hier pour 2 rosés de Château Calissane, le Clos Victoire, le Calisson de Calissane, puisque l'origine du mot Calisson vient de la propriété Calissane, et pour un rouge qui s'appelle Épidore et qui est le mythe de la guérison. Alors vous voyez, on a de l'avenir. Hein. Le mythe de la guérison? Ah oui, oui. Autrefois, Épidore était le lieu où, du temps des Grecs, on soignait les malades de colite néphrétique. On leur mettait des serpents sur le ventre, et comme ça, ils avaient peur, et hop, ils éliminaient leurs calculs. Alors donc, je me suis dit, c'est le mythe de la guérison. Ah, c'est fantastique, je vous avais dit, je vous ramène pas n'importe qui à chaque fois. Hein. Je vous ramène moi toujours des vins et des produits de qualité. Donc du coup, vous avez 1100 hectares disposés à une cinquantaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Alors, la propriété fait 1200 hectares d'un seul tenant. Attention. Ah, c'est un territoire. 35 C'est un fois pays. Monaco, hein. Alors attention. Hein. Ok. 110 hectares de vignes, 60 hectares d'oliviers, des grandes cultures et des chênes truffiers, mais il ne faut pas le dire. C'est le secret. C'est caché, c'est caché. On en parlera Et pas. 12 hectares à Châteauneuf-du-Pape, la clé de Saint-Thomas. Et alors du coup, comment ça se passe en termes de production? Déjà, même avant ça, j'aimerais revenir sur les concours, parce qu'on en a parlé il y a quelques instants, vous avez été récompensé. Comment ça se passe les concours en amont et pendant le salon d'agriculture? Alors en amont, au mois de janvier, on fait à peu près les assemblages entre octobre et novembre, et on met en bouteille le 1er décembre pour les rosés, puisque pour le rouge c'est plus tard. Donc là, on sélectionne des cuvées qui nous paraissent intéressantes, avec une grande qualité, un fort potentiel. On envoie les échantillons à la Chambre d'agriculture. Il y a une présélection locale, à l'aveugle. Ensuite, sélectionnée par des experts. Après, on ne sait pas qui a été sélectionné, puisque c'est à l'aveugle. Et ensuite, les vins partent à Paris. Alors, ils montent à la capitale. Il y a un autre jury d'experts qui se réunit samedi et dimanche. Alors, samedi, c'était pour les Châteauneuf et dimanche, c'était pour Château Calissane, les AOC des Côtes d'Aix-en-Provence. Et on a eu la bonne surprise, hier soir, d'être sélectionnés pour 2 des 4 rosés que nous produisons. Donc ça, c'est la vraie bonne surprise. Donc vous avez su que vous étiez sélectionné pendant que vous étiez sur le salon, en fait. C'était hier. Non, pas du tout. Non, on ne le sait pas. On ne sait pas du tout. On lit les résultats le soir. Ah, d'accord. Et c'est là, par rapport à des numéros de cuve, puisque tout est anonyme, on sait que c'est telle cuvée ou... entre le moment où vous envoyez vos échantillons et le moment où vous savez que vous avez gagné... Il se passe 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles vous ne savez rien. Rien du tout. Ah oui, donc c'est vraiment effectivement une bonne surprise. C'est la bonne surprise. Ah oui, écoutez, très content. Je suis très contente. Moi, je voulais juste savoir, vous avez parlé de cuves plus intéressantes. Comment est-ce que ça se passe? Comment Alors, vous savez je vais ça vous dire, en qualité, par rapport à ce qu'on produit tous les ans, le Clos Victoire, c'est le haut de gamme. D'accord. Et le Calisson de Calissane, c'est équivalent, mais ce ne sont pas les mêmes cépages. Alors, les 2 rosés sont à base de Syrah. Mais pour le Clos Victoire, il y a du Cabernet Sauvignon. Et pour le Calisson, on y met du blanc, du Vermentino. Voilà. Donc il y a des différences. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Voilà. Je précise que pour faire ce genre de rosé, pour obtenir les tioles, ce qui donne du goût, il faut commencer la vendange dès 3 à 4 heures du matin. Alors cette année, ça a été c'est d'autant plus une grande surprise d'avoir ces médailles. C'est que la veille du démarrage de la vendange, le 10 août, on a eu la foudre qui est tombée sur la cave. Alors là, je peux vous assurer qu'on était comme les Gaulois. On s'est dit, ouh là là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Et puis, on mettait les machines en marche et clac, 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 tout sautait. J'ai dit, on va pas y arriver. Mais si. Toute la cave s'est motivée, toute l'équipe de Calissane, Château Calissane s'est motivée. Et ça a marché. Comme quoi, il faut rester optimiste. Comme quoi, il faut rester optimiste. Optimiste et tenace. Il ne faut jamais baisser les bras. Une belle récompense pour un travail acharné. Hein, vraiment, Antoine, c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est ça. Et alors justement, ça fait plusieurs dizaines d'années que vous venez au Salon de l'Agriculture. Ça va être la dernière question. La dernière question, voilà. Justement, ça fait plusieurs années que vous venez au Salon de l'Agriculture. Vous êtes d'ailleurs, vous y êtes aujourd'hui évidemment, vous êtes dans la région PACA, on peut vous y trouver dans le hall 3. Qu'est-ce que vous attendez à chaque fois quand vous venez au Salon de l'Agriculture? Pourquoi vous y montez chaque année? Pourquoi on vient? Parce que c'est une façon d'abord de faire reconnaître nos vins via le concours général de l'agriculture. Parce que quand on a une médaille, il ne faut pas se le cacher, c'est 20 à 30% de plus de ventes.
D'accord, évidemment. Bon, c'est une reconnaissance de qualité, mais aussi pour les ventes. Ensuite, c'est une façon de savoir ce qui se passe sur le marché, de rencontrer des gens de l'extérieur qui découvrent. Alors maintenant, grâce au site internet, grâce aux ventes sur internet, et puis chez les revendeurs, les cavistes et les restaurateurs qui sont nos meilleurs ambassadeurs, eh bien, on peut développer nos ventes et développer d'autres cuvées aussi. Voilà. Alors, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir Merci convié. Castor Matière, merci Antoine Lermite. Et on est maintenant, Camille, on est en duplex avec Alban Gamet de Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il le réputé Alban, le grand malade, qu'est-ce qu'il va nous sortir aujourd'hui? L'envoyé spécial de TVA Agri. C'est normalement aujourd'hui, on va voir de la lavande et des huîtres, je crois, puisque voilà, région PACA, donc le sud, et ça devrait arriver d'ici quelques instants, j'imagine. Non, pour l'instant, on ne l'entend pas. Allô? Ah, voilà, Alban Gamet de Saint-Germain. Oui, bonjour Lucas. Bonjour Alors, Alban. Vous avez parlé musique avec Pierre Villon. Oui. Léo Ferré, Chanter le Sud. Eh bien, nous y sommes dans le Sud, dans le pavillon 3, allée N. Et le Sud, bah, c'est le soleil, c'est la plage, mais c'est aussi les bonnes odeurs. Et quand on parle d'odeurs, on parle forcément de lavande avec le stand Le Lavandin, où Maurice Genre est dans le stand. Alors le Lavandin, donc c'est une entreprise familiale qui est située pas loin à Aix-en-Provence. Michel, Maurice, est-ce que vous pouvez nous présenter vos produits? Ben oui, on y va, regardez. D'abord, je vous dis bonjour à tout le monde. Voilà, je vous lance. Voilà, producteur d'huile essentielle depuis 25 ans et je vends mes produits tout en direct. Voilà. Et alors, qu'est-ce que le public peut trouver aujourd'hui à votre stand? Bon, d'abord, le sourire, la bonne humeur, et après, vous avez l'huile essentielle, du miel et de l'huile d'olive. Voilà. Alors, ça sent... Ça rappelle les vacances, et puis voilà, c'est tout. Hein. La bonne odeur, C'est ça, je peux vous dire, on est à côté du stand, ça sent très bon. Je vois, c'est quoi ça, Maurice? C'est un diffuseur, c'est un petit alambic pour faire voir le processus de la distillation. Voilà. C'est fait à la vapeur, nous envoyons la vapeur pendant 3 quarts d'heure, hein, et ça extrait l'essence qui est dans la petite fleur, des petits cristaux. Voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup Maurice, on vous souhaite un bon salon. Et Lucas, on oui, pense Alban. à vous. Vous êtes toujours avec Dimitri Hainaut. On sait que vous aimez sentir bon. Eh bien, pour la modique somme de 2,50 €, Lucas, vous pouvez vous procurer ce savon à la lavande qui est proposé par notre Miss à nous, Dimitri Hainaut. Allez, on enchaîne. Lucas, on pense toujours à vous, puisque aussi, on sait aussi que vous êtes un gros gourmand. Oui, c'est vrai, oui. Et voilà, on file à l'entreprise Disbo Coquillage qui vous propose des huîtres et des moules de Tamari. C'est un petit lieu-dit. Alors on est à Seine-sur-Mer, pas loin de Toulon, et je suis avec Michel. Bonjour Michel, est-ce que vous pouvez nous présenter vos produits? Bonjour, voilà, je suis producteur de huîtres et de moules à Tamaris, à la Seine-sur-Mer, dans la rade de Toulon, et nous produisons des moules et en particularité une huître de Tamaris. Et c'est une entreprise familiale, c'est ça? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, j'expose depuis 1989. Auparavant, j'ai fait un peu d'aquaculture et élevage de poissons. Et après, j'ai repris l'entreprise pour faire du coquillage. Et donc, pour les personnes qui aiment déguster les moules ou les huîtres à l'apéro, avec quoi on peut accompagner ça? On peut accompagner ça avec un vin blanc, mais aussi avec un petit rosé. Ça s'accompagne très bien aussi. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Michel. On vous souhaite un bon salon. Et on file tout de suite dans un autre stand. Filez. Lucas, si je vous dis sud et que je vous dis apéro, vous me dites quoi? Si vous me dites quoi, pardon? Si je vous dis sud et apéro, vous me dites quoi? J'ai entendu apéro, donc je vais dire... Oui, apéro. Alors on va faire simple, je vous dis directement pastis. Et on est à la distillerie et domaine de Provence à Fort-Calquier, près d'Aix-en-Provence. Je suis avec Marc et Jennifer. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les produits? Alors, tout d'abord, la distillerie, elle existe depuis 1898 et notre cœur de métier, c'est la macération, l'infusion de plantes. Donc, on fait des anisés, des apéritifs à base de vin et des liqueurs. Notre marque phare, ça va être le pastis Henri Bardouin, qui est un pastis premium avec plus de 65 plantes et épices dans la recette. Très bien. Donc, vous avez, alors, il y a du pastis, il y a quoi d'autre? À base de vin, donc le rinquinquin qui est une base de vin blanc avec une macération de pêche et de feuilles de pêcher, c'est un vieil apéritif traditionnel de Provence.
Et après, on a toute une série de liqueurs. Alors, j'aurais envie d'insister sur la Farigoule, qui est une liqueur de thym. Donc, thym, verveine, sauge et angélique. Voilà. Et après, bien sûr, excusez-moi, j'avais oublié, les absinthes. Donc, absinthe et grande absinthe. Donc, on a 2 absinthes, celle-ci qui est une liqueur et celle-ci qui a un amer. C'est super, merci. Et puis vous pouvez voir donc les produits proposés à la caméra par Lisondello et Dimitri qui est en train de récupérer de l'agri-run de tout à l'heure. Dimitri, un ressenti là. Très très bon, faut venir, très 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 bon, faut y aller. Il n'est pas champion du monde pour rien. Donc là vous goûtez, c'est le pastis qui... Donc c'est un pastis qui va être beaucoup plus fin, beaucoup plus aromatique que les pastis classiques. Donc vous avez la badiane et la réglisse qui sont les 2 ingrédients obligatoires pour un pastis. Là vous allez aussi avoir de la cardamome, de la maniguette, du thym, du romarin, de la fève de tonka, de la cannelle. Donc on va être sur quelque chose de beaucoup plus épicé, herbacé, qui en bouche va vraiment, on va vraiment ressentir toutes les différentes saveurs. Voilà, vous l'avez compris, tout le sud dans une bouteille et de l'apéro, enfin la distillerie donc et au domaine de Provence, vous pouvez boire l'apéro jusqu'au digestif, tout ça grâce aux plantes. Eh bien, merci beaucoup, Alban Gamay de Saint-Germain. Vous étiez avec donc Dimitri Hainaut qui boit du pastis. Alors attention, hein, on consomme avec modération. Bien sûr. Voilà, on le rappelle quand même. On a encore du travail. Vous avez encore du travail, oui, voilà. C'est bien ça. Faut être un peu. Donc merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sur des images donc de Lisondello. Et maintenant, vous voyez, Camille n'est plus là. En revanche, il s'est déplacé, téléporté. Il était avec Alexandra Delbo. Oui Lucas, je suis de l'autre côté du plateau comme vous l'avez dit avec Alexandra Delbo et Stéphane Ponge, directeur général de Vertibio. Alors aujourd'hui on va parler de compost, souvent on en a au fond du jardin, mais celui-là est un peu particulier. Je vous laisse un peu nous présenter comment est-ce que ça marche. Ça a l'air très compliqué. Alors il s'appelle le jardicomposteur, c'est un jardin et composteur, lombricomposteur plus exactement. Vous avez un espace ici de lombricompostage dans lequel on jette les déchets ménagers. Papier, carton, coquilles d'œufs, épluchures, etc. Vous avez des vers qui vivent dedans et qui vont transformer tout cela en compost qu'on va réutiliser pour faire pousser des plantes de manière permanente, une forme de permaculture. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment est-ce que cela fonctionne sur ce schéma-là? Oui, donc alors, il y a des lombrics, des vers un peu partout, c'est ça? Alors oui, essentiellement, ils peuvent se déplacer partout, puis ils aiment la terre, donc de temps en temps ils y vont. Essentiellement, ils vont là où il y a à manger, mais effectivement, quand on coupe une salade ici, par exemple, les racines qui vont rester vont être digérées directement par les vers. En fait, tout communique à l'intérieur. Les racines des plantes peuvent descendre très très bas. Le persil, par exemple, qui a besoin de profondeur, peut s'épanouir facilement. Et les vers peuvent aussi monter, descendre et aller latéralement, en fait. Voilà. Toutes les zones communiquent? Oui, tout communique. Et quel type de plantes on peut du coup Alors essentiellement les aromates, quand on aime les fleurs, on peut mettre des fleurs. Effectivement, on l'a pensé plus pour la cuisine. L'idée c'est de jeter ses épluchures et de repartir avec son basilic, sa ciboulette pour continuer le repas. Mais on peut aussi planter des plantes à tisane. J'ai à la maison par exemple de la verveine citronnelle. On peut planter plein de choses, ce qu'on aime. Et combien de vers faut-il pour ce jardicomposteur par exemple? Alors en fait les vers vont vivre dedans, donc au départ on va introduire une petite population de vers qu'on va élever et après on peut avoir 1 kg, 1,5 kg de vers qui vit là-dedans et qui peut manger jusqu'à 1 kg, 1,5 kg par jour puisqu'un ver mange potentiellement son propre poids par jour. En moyenne on dit qu'il mange la moitié de son poids par jour, donc 1 kg de vers peut manger 500 grammes par jour de déchets. D'accord, et quel type de déchets on peut mettre en fait? Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est totalement interdit? Alors il y a peu d'interdictions parce que la nature et les vers arrivent à venir à bout de quasiment tout. C'est une histoire de temps en fait, on veut aller vite. Donc déjà ça va vite, le lombricompostage c'est un processus de digestion, donc à la sortie du ver c'est quasiment bon. Mais il y a des choses qui vont mettre longtemps à attaquer, comme l'oignon par exemple. L'oignon cru, ils vont le laisser un peu pourrir, donc on n'a pas intérêt à laisser un oignon dedans parce qu'on aura une mauvaise odeur avant que les vers puissent le consommer. Les agrumes aussi, on ne les met pas, mais sinon, à part les agrumes et les oignons, peut-être les pommes de terre, en fait, il faut les couper en petits morceaux parce que sinon elles regerment et elles repoussent. Ah oui, d'accord, ok. J'ai l'impression que rien n'est perdu vraiment
dans le système, même l'eau est récupérée en bas. Exactement, en fait, vous l'avez vu. Rien n'est perdu, c'est vraiment voilà. ça. Alors on s'est dit aussi que l'eau, elle était précieuse et elle est encore plus précieuse quand elle a traversé la terre et qui est chargée en compost. Elle est bien meilleure qu'à la sortie du robinet. Elle est chlorée à la sortie du robinet, alors qu'une fois qu'elle est là, elle est déchlorée, elle ressemble plus à une eau de rivière, une eau que les plantes aiment. Les plantes sont sensibles à la qualité de l'eau et comme on en fabrique en arrosant, on s'est dit on la récupère. Il y a 20 litres de réserve pour pouvoir réutiliser cette eau et arroser les plantes, les jeunes plantes, les plantes sensibles de la maison. Et on peut même l'utiliser sur un balcon. Camille, est-ce que vous avez un balcon chez vous? Écoutez, j'ai un petit balcon et je pense qu'on peut mettre au moins 2-3 étages. Je ne sais pas si ça suffit, mais... ça suffit largement. Un modèle comme ça, pour une famille de 4 personnes, les verres, au bout d'un certain temps, il y a assez de verres pour digérer tout ce qu'on met dedans. Il suffit, quand on en a trop, d'enlever par le bas et on continue à remplir par le haut. C'est facile. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Merci à vous Stéphane, beaucoup. merci Alexandra. Je vous en prie. Écoutez, cet appareil vraiment incroyable que je pense qui est à la pointe de la technologie, on peut le retrouver où dans le salon, monsieur? Vous êtes où Alors on est sur le stand de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, la FAUP, et on est dans le hall 2.2. Dans le hall 2. Voilà. 2.2, c'est ça? 2.2. Ok, très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous Stéphane, Lucas. On peut se retrouver maintenant avec vous justement pour la suite des événements. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Allez Camille, venez vous asseoir à côté de moi. Là, voilà. Bastien Cochet nous rejoint. Donc rebonjour Bastien, pour le programme du jour. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au salon, Bastien? Eh bien, pour ce 3e jour du salon, puisqu'il est maintenant l'heure de déjeuner, je vous propose d'aller faire un petit tour sur le stand de la Camargue, où les pâtés et terrines à base de taureau AOP de Camargue sont mis à l'honneur. À l'occasion, c'est idéal pour l'apéritif. Et donc, on vous fera une petite dégustation. C'est une viande méconnue, puisque le taureau camarguais est plutôt utilisé pour les festivités et non pas pour la consommation. Et donc ce sera une occasion de se plonger dans la tradition camarguaise. Ce sera sur le pavillon 2.1 et c'est jusqu'à 13h. Et pour ceux qui n'aiment pas la viande rouge, est-ce qu'il y a autre chose? Effectivement, j'ai plus léger pour vous avec les filets de truite des Hautes-Alpes. Pour la première fois, le stand des Hautes-Alpes va se transformer en fumoir. Vous pourrez apprendre les différentes étapes de la transformation des filets de truite avant que l'on réalise devant vous un fumage à froid. Suivi d'une dégustation et ça se passera de 17h à 18h dans le pavillon 3 sur le stand des Hautes-Alpes. D'ailleurs juste un peu avant, sur le même stand de 15h à 17h, il y aura un atelier de fabrication de panier rural. Et oui, un vannier sera sur le stand pour vous montrer comment confectionner une truffaillère. Truffaillère. Voilà, donc c'est un panier bien sûr servant à transporter les truffes. Bien joué. Et ainsi perpétuer un savoir-faire qui se perd malheureusement. Voilà, un vannier pour apprendre à confectionner un panier en osier. Ok, et donc pour finir la journée, il y aura, comme toujours, des concours généraux agricoles. Effectivement, et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel concours. Ce sera au pavillon 1 de 14h30 à 16h. Et ce sera celui de la race des Bleus du Nord, alors bien connue. Oui. C'est la race d'imminence qui est vache égérie du salon. La vache égérie, donc on verra qui gagne le concours cette année. Et pour finir Lucas, je sais que comme tout bon visiteur du salon de l'agriculture, vous avez prévu votre budget pour faire des achats en nourriture ou en boisson, pour offrir à toute votre famille en rentrant. Mais est-ce que vous avez prévu un budget vente aux enchères? Un budget vente aux enchères? Un budget vente aux enchères. Vous, Camille, il y a des ventes aux enchères, mais je ne savais pas qu'il y a des ventes aux enchères. C'est bien dommage, parce que aujourd'hui au pavillon 1, toute la journée, il y aura des ventes aux enchères pour plusieurs animaux. Et d'ailleurs, si tout à l'heure vous avez aimé la présentation du mouton d'Ouessant, sachez que de 18h à 18h30, au pavillon 1, donc sur le ring des ovins, il y aura une vente aux enchères des moutons vendéens. Voilà, si vous voulez un petit ami à laine. Et si vous avez craqué donc sur le mouton de tout à l'heure, on peut l'acheter au salon, c'est ça? Alors, c'est génial. Ce sera le mouton vendéen, pas le mouton d'Ouessant. C'est génial. Merci beaucoup Bastien Cochet. Le petit jingle qui n'est pas parti. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, on est en duplex, il me semble. C'est bon. Je crois qu'Alban Gamet de Saint-Germain est avec nous. Alban. Oui, Lucas. Voilà, Alban. Oui. Alors dites-nous, vous êtes où? Lucas, je suis toujours dans le pavillon 3, dans l'allée B, où nous sommes dans la région Hauts-de-France. Et si Lison Dello peut vous montrer un peu le monde qui est déjà au bas, voilà, puisque qui dit Hauts-de-France dit forcément bière. Mais nous, on a décidé de vous montrer autre chose, une spécialité d'une ville bien connue, de Cambrai. Normalement, là, Lucas, vous savez de quoi je parle?
Bah non, parce qu'en fait je vous ai pas très bien entendu. Alors, je parlais donc d'une spécialité d'une ville qui est bien connue, la ville de Cambrai. Et bah du coup non, je vois pas. Je crois qu'il parle des bêtises de Cambrai. Si, voilà, les bêtises. Tout à fait. Les bêtises de Cambrai, bien sûr. Oui. Voilà, les bêtises de Cambrai, où nous sommes sur le stand, donc la confiserie d'Épinois, avec les bêtises de Cambrai. Alors on va récupérer. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter vos produits, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur les bêtises? Eh bien, d'où ça vient d'ailleurs? C'est quoi l'histoire des bêtises de Cambrai? Pourquoi une bêtise? Alors déjà, notre bêtise, ça vient de Cambrai. Cambrai, c'est dans le nord de la France. Hein. Et pourquoi on appelle ça des bêtises? Eh bien, tout simplement parce que ça vient d'une erreur de fabrication. Vous avez beaucoup de bons produits, beaucoup de bonnes recettes en France qui viennent d'erreurs. Eh bien, cette bêtise en est une. Et aujourd'hui, cette bêtise, tout le monde la connaît et tout le monde l'aime finalement. Ah bah évidemment. Si la bêtise n'était pas bonne, je pense que la bêtise n'existerait pas. La bêtise humaine existe, mais celle-là, elle n'existerait plus. Et celle-là, elle fait du bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce que vous avez différents goûts? Dites-nous tout. Alors, notre parfum original, c'est la menthe, bien sûr. C'est ce parfum qui a été réalisé avec cette bêtise de Cambrai. Et à côté de ça, on fait d'autres parfums, c'est-à-dire la pomme, la violette, l'orange, la framboise, le praliné noisette, le mariage du chocolat avec de l'orange, le mariage du chocolat avec de la menthe, un peu british. Et puis la dernière née, le coquelicot. Pourquoi le coquelicot? Eh bien, c'est simplement pour commémorer cette guerre 14-18, en souvenir de nos combattants français. Très bien, et ben écoutez, ça a l'air très bon. Est-ce que rapidement on peut goûter quelque chose ou on reviendra? Vous savez quoi? On reviendra après, on va goûter des bêtises pour tout simplement donner envie à tous ceux qui nous regardent. Alors, on me propose de la crème de bêtises. Ah, il y a un petit moment. Je sais pas si on a encore temps. On va revenir vous voir. Vous avez un peu de temps, Alban. Vous avez un peu de temps. Comment? Vous avez un peu de temps. Allez-y. On a encore un peu de temps. Eh ben voilà, le stand d'à côté. Je vous parlais de bière et on arrive forcément à la brasserie La Choulette. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut boire chez vous? Bonjour. Alors ici, on a 8 bières à la pression. On a de la blonde, de la fruitée, de la printemps. Et puis on a 2 petites nouvelles bières qui sont la Blackout, une porter à la vanille et puis une double IPA. Donc c'est une bière qui est plutôt amère avec des houblons allemands, américains qui vont donner un côté fruité et un peu fleuri. Et on voit que votre stand est bien rempli. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette brasserie? Alors la brasserie, c'est vraiment une vieille brasserie, depuis 1885. Et donc c'est mon grand-père qui l'a racheté dans les années 70. Et là, ils ont relancé la fabrication des bières en haute fermentation. Et donc la Choulette, c'est une marque qui existe, qu'on a lancée dans les années 80. Et aujourd'hui, s'il y a une bière phare à goûter, c'est laquelle? Alors je dirais la Choulette blonde, c'est sûr. Et puis ensuite, je dirais la Blackout, une porter, une bière vraiment dans le style bien aromatisée à la vanille, et une bière bien cool. Et dernière question, est-ce qu'on peut goûter? Bien sûr. Bien évidemment, vous pouvez un petit fond si vous voulez. Allez, on va donc goûter une petite Choulette, donc cette bière blonde qui vient du Nord. Il faut que je pense à poser la question de dans quelle ville on peut les retrouver, car je n'ai pas la réponse actuellement. Voilà, si Lison peut vous montrer, ce travail c'est très bien servi. Voilà. Et dans quelle ville on peut vous retrouver? On est à Ordin, entre Cambrai et Valenciennes. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Bouchain. D'accord, donc on peut, si on a faim, aller acheter des bêtises à Cambrai et venir après boire chez vous. Bon, ce sera pas très équilibré aussi. Mais c'est pas grave, on est au salon. C'est un peu une brune en fait. C'est une brune avec un petit peu plus forte au point de vue la Blackout. Et puis là, une Choulette blonde dans la tradition des bières du Nord. Eh ben, merci beaucoup. On vous souhaite un bon salon. Merci à vous. Voilà. Écoutez, mais Alban, on va déguster tout ça et on vous rend l'antenne et puis on vous dira ce qu'on en a pensé. Dégustez bien. Je rappelle quand même, parce que voilà, vous m'obligez à le faire, mais je rappelle que la consommation d'alcool est à consommer avec modération. Modération, tout simplement. Bien entendu, voilà, comme toujours. On le rappelle.
Merci. Merci Alban. Bon Camille, c'est la fin déjà de cette émission. C'est déjà la fin de cette émission, Oui. c'est passé très très vite. On rappelle aujourd'hui, on a vu un petit peu la région des Hauts-de-France et celle des régions PACA, qui a été vraiment une aventure incroyable. Voilà, huile d'olive, lavande, bière, tout ça. On a reçu aussi donc voilà Pierre Billon et Yannick Jadot. Vous pourrez retrouver notre émission sur le Facebook Live de Fréquence ESJ. Vous pouvez retrouver donc l'émission entière et la regarder entièrement. Demain, on se donne rendez-vous à la même heure, 10h. Demain, on reçoit Florian Philippot, président du parti Les Patriotes. Et l'après-midi, attention, à 13h45, nous recevrons l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Tout ça, c'est demain. Donc, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée.